Petit jardin, fin juillet. Waouh, quelle année nous passons ici. Le temps a été de notre côté dans le sud du Royaume-Uni. Je parlerai plus de la météo dans un instant, car c'est un facteur crucial pour la croissance de tout. L'an passé, il a beaucoup plu, le ciel était couvert et les limaces pullulaient ici. Les récoltes étaient correctes, mais cette année, c'est passé à un autre niveau, tant qu'on peut arroser. Donc on arrose à la main, c'est du non-bêchage, ce qui aide vraiment à conserver l'humidité. On arrose à la main environ tous les 2 jours pendant les périodes de forte chaleur. Comme il y a 10 ou 12 jours, parce qu'il y a encore des racines d'arbres qui viennent du jardin du voisin et qui aspirent l'humidité, surtout du côté du feu. Mais en tenant compte de ça, je pense que le travail qu'on a fait cet hiver, en creusant la tranchée et en coupant certaines de ces racines, a aidé, parce que je suis vraiment impressionné par la qualité de la croissance. La lumière du soleil est essentielle. Si vous manquez d'eau mais avez beaucoup de soleil, profitez-en tant que vous pouvez suffisamment arroser vos racines, car c'est la lumière du soleil qui stimule la croissance. Pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup de temps pluvieux, et j'en entends beaucoup parler depuis les États-Unis, je vous comprends vraiment, ils affirment détenir votre météo. Oui, ce n'est pas amusant, surtout si c'est un peu sans répit et qu'il manque de soleil, et puis les plantes ne prospèrent pas. C'est donc le contraire. Vous pouvez constater l'ampleur du changement. Jetez un œil à la dernière vidéo tournée le 30 mai, si vous le souhaitez. J'ai publié le 9 juin une série sur les petits jardins. Nous en avons réalisé plus de 20 depuis 2017. Il existe une playlist complète ci-dessus. Avec le temps, mes compétences se sont améliorées pour cultiver efficacement, organiser et intégrer les éléments au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Le jardinage sans labour est bénéfique car il élimine le besoin de rotation des cultures. Personnellement, je ne m'en préoccupe pas et ça marche très bien. Il y a beaucoup de choses dont vous n'avez en fait pas besoin de vous soucier. En jardinage sans labour, les règles restent des principes directeurs, mais beaucoup de choses que vous pensez être des règles ne le sont en fait pas. Par exemple, ici 3 plants de courgettes et la dernière fois, fin mai, ils étaient encore sous voile de protection. En fait, nous l'avons retiré à peu près à ce moment-là, et ils produisent maintenant, depuis 6 semaines, environ 1 kilo de jolies petites courgettes. Nous les récoltons petites, même avec les fleurs, et j'en vends une partie à un pub local qui apprécie vraiment cela. Avec les courgettes, vous avez de nombreuses options. Pour un meilleur rendement et plus de nourriture, récoltez les plus grosses. Cette semaine, Kat, qui cuisine pour les stages d'une journée ici, a préparé de délicieux gâteaux aux courgettes. Donc, des idées. Et simplement des grosses courgettes rôties avec un peu d'huile. Les fraises étaient en fleurs. Et puis, nous avons eu une récolte fantastique d'environ 6 kilos. 13 livres, 14 livres de fraises de cette parcelle, ici, Florence. Et ce que je fais avec les fraises comme là-bas aussi. Elles étaient encore en feuilles. Et je les ai coupées juste au niveau du sol. J'ai fait une courte vidéo à ce sujet. Puis j'ai étalé du compost par-dessus. Et la question courante que j'ai reçue en montrant cela était « Est-ce que le compost ne fait pas pourrir les cœurs ?» Vous savez, tout le monde a entendu dire « Oh, il faut absolument s'assurer que les cœurs sont jamais enterrés, mais ça concerne plutôt la terre. » Et avec le compost, c'est très léger. Ou quand je parle de mettre environ 1 cm de compost par an, ce que reçoit cette terre, c'est vraiment simple, sans bêchage, pas de culture. Juste un peu de compost en surface. Mais cette épaisseur de 1 à 3 cm rétrécit rapidement de moitié. Donc, si vous couvrez les couronnes, si vous mettez le compost près des arbres et des arbustes et ce genre de choses, ça ne va pas les faire pourrir. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une inquiétude en moins et vous pouvez voir comment les fraises poussent très bien. Et c'est le paillis, il y a un peu de compost maison, mais surtout du compost de champignons. C'est l'un des composts que j'achète. Je peux fabriquer environ 60% du compost que j'utilise ici et j'en achète d'autres aussi, du fumier animal. C'est vraiment bien. J'ai utilisé un peu de fumier de vache ici. Il y avait quelques mauvaises herbes, mais ça a été bien. Et puis il y avait des pois à l'autre bout. Jusqu'à il y a environ 1 mois, ils ont bien donné. Puis on les a coupés à la base, enlèvement simple de la culture. Ne vous inquiétez pas pour les racines. Laissez-les, c'est de la nourriture pour les microbes. Tout ça est allé au compost. Je l'ai un peu tondu juste pour le hacher finement et faire un meilleur compost. Et cela a libéré de l'espace pour les plants de concombres. Donc 2 concombres Tania, un concombre riche et savoureux. Différent des gros concombres de serre palissés, ils poussent au sol. Il suffit de guider les tiges de courge là où vous le souhaitez. Elles rampent, je les ai dirigées vers l'endroit des pois.
et même au-dessus des fraises, du moins pour l'instant, jusqu'à ce que les fraises prennent vraiment leur essor, car ce qu'ils aiment, c'est l'espace. Regardez, je les ai cueillis il y a 3 jours et voici ce qui a poussé depuis. Cette plante porte 3 beaux concombres. Avec les soins de Tania, ils vont encore grandir. Vous savez, je les ai depuis plus longtemps que ça. La peau est toujours un peu piquante, peut-être un peu rebutante au premier abord, mais en réalité, ce n'est pas un problème. J'utilise un éplucheur à pommes de terre pour enlever la peau. Je les coupe en fines tranches, un peu de sel. C'est un festin et une délicatesse estivale. Donc déjà, ça fait 3 kilos de concombres provenant de ces 2 plants, ici, pour très peu de temps passé à part les cueillir. Ici, c'était des fèves. Nous avons eu une récolte magnifique de fèves, que j'ai semées un peu plus tard que d'habitude. En fait, je les ai semées début décembre. Elles ont survécu à l'hiver, ont été récoltées tôt. Donc pour nous, cela veut dire mai jusqu'au tout début juin. À ce moment-là, comme pour les pois, je les coupe à la base, même un peu sous le niveau du sol pour les fèves. Sinon, elles peuvent repousser, ce que je ne veux pas vraiment, car cela n'apporte pas grand-chose. Cela a libéré de l'espace, alors j'ai semé des carottes. Je l'espérais plus que je ne m'y attendais, vu la sécheresse. Donc je traçais des sillons et j'arrosais dans les lignes du sillon que j'avais faites, sans arroser toute la zone au début, puis je déposais les graines, je refermais. Nous avons arrosé environ 1 semaine plus tard. J'ai vu les carottes sortir de terre au bout de 9 jours. Cela prend un certain temps. Si vous faites cela, vous pouvez encore semer des carottes dans des climats plus chauds. C'est un peu risqué maintenant ici, enfin vous pourriez encore le faire, mais vous obtiendriez de petites carottes. Les graines ont été semées vers le 10 juin, ce qui devrait être le bon moment selon mes notes. Le burlicum peut produire de grosses racines pour l'hiver, mais qu'en est-il des nuisibles? Heureusement, les lapins ne viennent pas ici, sinon ils mangeraient ces plantes. C'est assez abrité et plutôt agréable. Je devrais les protéger contre la mouche de la carotte. Le problème, c'est que je trouve qu'en automne, les protections ne suffisent pas toujours. Je vais mieux fixer les bords pour empêcher les mouches de se faufiler. Le principal risque ici, je dois les éclaircir à environ 1 pouce d'écart. Les betteraves sont des plants repiqués semés fin mai, variété Robushka, une très bonne variété d'hiver. Il y a 8 semaines, c'était des fèves, et ces betteraves sont en terre depuis 6 semaines. Il y a déjà des betteraves de la taille d'une balle de tennis, la beauté des plantations d'été en succession. Je sais que certains d'entre vous ont encore du mal avec ça. Je comprends, il faut du temps pour s'y habituer. Avoir des plantes prêtes, avoir des graines prêtes, comprendre quand vous pouvez les planter, faites-le simplement et de plus en plus. Vous découvrirez ce qui fonctionne bien dans votre climat, car beaucoup d'entre vous sont un peu différents ici. Mais je connais très bien maintenant les périodes qui sont vraiment bonnes pour toutes ces choses, comme le fait que plus tôt je peux mettre les tomates, mieux c'est. Il y a un léger risque de gelée tardive. La dernière gelée ici date du 6 mai, une gelée assez importante. La date limite est généralement la mi-mai, mais j'avais 2 couches de voile d'hivernage sur ces plantes. J'ai pris le risque de les planter fin avril en fait, alors qu'elles avaient 6 semaines, et ça a marché. Non seulement ça, mais les feuilles sont vraiment très saines. Ensuite, il y a la question de savoir combien de feuilles on enlève. Cette variété s'appelle Rose Crush, les petites tomates cerises, et celle-là, c'est Crimson Crush, les grosses. Donc elles viennent un peu du même programme de sélection et ils cherchent à obtenir des plants qui résistent au mildiou. Grâce au temps sec cette année, le mildiou n'est pas un problème. D'autres années, ça pourrait l'être. Et enlever les feuilles du bas comme ça, ce n'est pas un crime comme ça pourrait le paraître, parce qu'une plante haute comme celle-ci fait la majeure partie de son travail, la photosynthèse en fait. À ce point-là, 80% selon certaines études. Donc ce que tu fais, c'est simplement ouvrir le bas. Tu peux voir les fruits. Et j'ai taillé les grappes en fait. Voilà, là il y a une grappe qui commençait à faire une nouvelle tige au bout, donc je l'ai enlevée comme ça. Et aussi parce que j'ai en fait pincé les têtes des plants. Donc maintenant il n'y a plus de nouvelles pousses qui grandissent. J'ai fait ça il y a environ 1 semaine, et c'est parce que dans notre climat, aussi agréable que soit le temps maintenant, il ne reste que 5 semaines avant septembre et 9 semaines avant octobre. Et
À ce moment-là, il fait tellement sombre, avec la latitude de 51, les journées sont courtes en hiver, qu'elle manque de temps. Donc ce que je fais, c'est raccourcir ces grappes pour qu'elles restent gérables, afin que la plante puisse vraiment mener à bien la maturation de tous ces petits fruits. Parce que si tu regardes ceux où j'ai fait ça, ici en bas, tu peux voir qu'il y a encore beaucoup de fruits. Ça ne paraît pas tant que ça à ce stade, et ça veut dire que dans les jours plus sombres à venir, il y a de bonnes chances que ces fruits soient capables à la fois de pousser et de mûrir. Et je sais que les tomates vertes sont bonnes et qu'on peut les faire frire, mais on le fera, j'en suis sûr, mais je veux en avoir le plus possible de rouge. Haricots verts, c'était de la laitue. Donc 12 kilos ont été récoltés sur cette parcelle. Depuis début mai, à partir d'un semis très précoce, et puis ceux-ci sont semés en intercalé. Donc ça consiste à faire des trous avec un plantoir à long manche. Je mets 2 graines de haricots dans chaque trou. On a éclairci à une, parfois, en fait, voilà un exemple, où il y a 2 plants ici, et l'un d'eux est beaucoup plus faible que l'autre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Chaque graine donne un plant de force différente. Donc si vous semez plus de graines, il faut juste penser à les éclaircir. Celui-là ira sur le tas de compost, et en fait surtout ceux du milieu, parce que les haricots verts peuvent devenir assez touffus. Et ensuite, il devient assez difficile de trouver les haricots, donc ceux-ci, j'espère pouvoir continuer à les récolter. Si vous leur donnez un peu plus d'espace, vous voyez qu'il y a encore pas mal de place pour qu'ils grandissent. Je ne les ai pas trop serrés, c'est environ 30 cm ou un pied en moyenne pour un haricot nain. Et ceux-ci, j'espère qu'ils produiront jusqu'en septembre, on verra plus tard. Et ceux-là, je les arrose. Ce sont les plantes qui ont le plus besoin d'eau ici. En fait, c'est presque tout, sauf les carottes en ce moment, juste assez pour qu'elles continuent à pousser. Les betteraves ont besoin de plus maintenant parce qu'elles gonflent vraiment leurs racines. Les tomates ont besoin de beaucoup parce qu'elles sont tellement grandes. Les haricots verts vont bientôt atteindre leur maximum car ils commencent à fleurir. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment arroser abondamment. Les concombres nécessitent un arrosage continu, surtout lors des après-midi ensoleillés, d'après ce que j'ai remarqué. Ici, je les regarde et les feuilles se flétrissent. Ce n'est pas que les plantes meurent, mais elles ne peuvent tout simplement pas faire de photosynthèse à cause du manque d'humidité. Donc c'est là que l'arrosage peut vraiment augmenter la production quand les plantes fructifient. Et puis ici, tu vois les fleurs. Au fait, avec ce soleil, je vais couper les fleurs fanées de ces soucis. C'est-à-dire enlever les tiges florales parce que après qu'elles ont fini de fleurir, ça aidera à les faire refleurir. Les zinnias, je n'ai encore rien fait à ce niveau-là. Ils poussent et mûrissent beaucoup plus lentement. Et en fait, près de la caméra, tu peux voir le magnifique Malapi Trifida vulcane. On m'a offert cette plante il y a quelques années et elle a survécu à l'hiver, ce qui est rare. J'ai donc gardé des graines, faciles à récolter, comme pour les soucis. Ce sont de belles options florales et je constate que les graines que tu gardes toi-même, surtout pour les fleurs mais aussi les légumes, sont plus vigoureuses. Ces fleurs, les Crimson Crush, sont plus grandes cette année, en partie grâce au soleil. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai déjà cueilli 1 ou 2 tomates au début de leur maturité. Une courte vidéo l'explique. Cela laisse plus de temps et d'énergie à la plante pour faire pousser les autres fruits. Il y a un léger débat sur la petite perte de saveur. Je dirais que ce n'est pas trop perceptible en fait, tu sais, personne ne le remarque si je ne leur dis pas. Ces tomates ont été plantées plus tard, elles étaient très petites la dernière fois qu'on est venu ici, même si elles ont été semées en même temps. Cela montre bien que si tu plantes au bon moment, quand elles commencent à dépasser leur peau, c'est l'idéal. Celles-ci avaient vraiment dépassé la taille de leur peau, et je les ai plantées, je me suis dit, parce qu'en fait, ici, il y avait des choux-fleurs qui n'ont jamais poussé. Donc je ne m'attendais pas à avoir cet espace tout de suite, et je les ai simplement retirés et planté des tomates avec un peu de basilic en dessous. Le basilic s'est bien développé, malgré qu'il ait été éclipsé au départ. Il y a 10 jours, il y avait ici des pois de senteur pour les fleurs. Et j'ai attendu de les enlever, jusqu'à ce qu'il y ait quelques gousses mûres sur les pois de senteur. Quand les gousses sont sèches, vous pouvez maintenant les utiliser pour manger les pois ou garder quelques graines, mais il faut les laisser mûrir complètement sur la plante. Donc, la gousse sera bien jaune, et à l'intérieur, il y aura des pois bien secs. C'est votre semence pour l'année prochaine. J'ai donc récolté les graines, puis retiré les plantes, ce qui a bien libéré l'espace pour ces tomates et le basilic. Et juste derrière moi, il y a un basilic incroyable qui s'appelle Tulsi. Basilic sacré.
Je sens son parfum rien qu'en le cueillant. Il a une saveur fruitée inhabituelle. D'une certaine manière, ce n'est pas comme le basilic. C'est très différent du génois. Et on en met un peu dans le mélange de salade. Et beaucoup de gens demandent « Quelle est cette saveur incroyable ?» Donc j'apprécie cela et vous pouvez voir à quel point ça pousse bien. Entre les tomates, ce ne sont pas de grandes plantes et elles sont plantées avec un espacement assez large. Là-bas, c'est tabouris. Vous vous souvenez sûrement que la dernière fois, nous avons eu d'excellentes récoltes de tabouris grâce à ça. Et puis, les tiges qui ont déjà fructifié, vous pouvez les couper et guider la nouvelle pousse. Donc c'est un peu comme les framboises d'été, c'est moitié framboise, moitié mûre. Et la plupart étaient de l'autre côté, mais on en a aussi des nouvelles qui poussent de ce côté. Et quand j'y pense, je leur donne un peu d'eau. En fait, pour les petits fruits, si vous voulez favoriser le développement de nouvelles tiges pour la fructification de l'année prochaine, c'est le bon moment pour les arroser. Et pour les piments, au fil des années, j'ai constaté, contrairement à ce que je pensais, que les piments sont généralement des plantes assez petites et produisent bien même en étant petits. Donc je les cultive dans ces pots comme ça. Et c'est contre un mur qui est plus ou moins orienté au sud. Le soleil s'en va vers le milieu de l'après-midi, mais la chaleur supplémentaire les aide, surtout la nuit, et il y a différentes variétés ici. C'est plutôt amusant. Adam a semé ses graines et m'a donné les plants, notamment un laurier. Il y a donc beaucoup de nouvelles choses. Et juste un mot rapide sur la météo. En mars, nous avons eu 5 mm, soit un cinquième de pouce de pluie. En avril, nous en avons eu 20. En mai et juin, nous avons eu 20 et 40. Juillet a été de 45 jusqu'à présent. Nous avons eu une semaine magnifique de pluie douce il y a environ une semaine. Le total, en additionnant tout cela, dépasse à peine les 100 mm, soit environ 4 pouces. Et la moyenne normale ici pour cette période est 3 fois supérieure à cela. Et en plus, nous avons eu un ensoleillement supplémentaire. Donc c'est une chose joyeuse, vous savez. C'est bien mieux que d'avoir un excès de pluie tant que vous pouvez arroser. Et pour l'arrosage, je le fais à la main. Donc c'est comme un tuyau d'arrosage avec un dispositif magnétique sur le tuyau pour faire passer l'eau à travers un champ magnétique. Cela signifie que les plantes s'hydratent plus facilement avec la même quantité d'eau, tout comme nous lorsque nous buvons cette eau. Allez voir, je mettrai un lien et à l'avenir aussi, nous continuerons simplement à arroser. Et pour le moment, il n'y a pas de grand projet de nouvelles plantations. Mais une chose que je vais faire, c'est transplanter des épinards sous les tomates. Et en regardant vers l'avenir, c'est vraiment une bonne graine à semer, début août jusqu'à la mi-août. Les épinards, les vrais épinards. Parce que quand vous les semez à ce moment-là, ils ne montent pas en graines. Et ils produiront tout l'automne, survivront généralement à l'hiver jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Moins 12 Fahrenheit et ils produiront à nouveau au printemps. Donc, quand les tomates seront terminées, il y aura déjà des épinards ici. Et ce que je ferai, c'est couper soigneusement à la base de la plante pour que les racines de tomates restent dans le sol, elles se décomposent et les épinards peuvent alors repousser même en octobre dans ce climat. On obtient encore un peu de croissance et des feuilles vraiment appréciées. Donc c'est le non-bêchage qui aide à rendre cela possible. Vous avez sûrement noté le peu de mauvaises herbes ici. Je n'y passe pas beaucoup de temps, mais dès que j'en vois une, je l'enlève. C'est une habitude à prendre pour garder l'endroit propre en les retirant quand elles sont petites. Vous pouvez simplement avoir beaucoup plus de plaisir. Vous n'êtes pas en train de lutter contre les choses. Avec le non-bêchage, vous ne luttez pas contre la nature. Vous allez dans son sens et regardez comment les plantes réagissent